enjeux des organisations, quelles compétences? Alors, nous avons eu ce matin, pendant la première partie de cette belle journée, de nombreux experts qui se sont succédés pour parler des enjeux de ces organisations, comme on a prévu de le faire d'abord en positionnant les organisations dans leur environnement macroéconomique et au-delà de l'environnement macroéconomique, dans leur environnement micro, en parlant des parties prenantes que sont les partenaires, les fournisseurs, les clients évidemment, dont la finalité est toujours l'objectif de l'activité d'une entreprise, en tout cas le service à ces derniers. Et en revenant toujours au sujet ô combien fondamental que l'humain finalement au cœur de tous ces enjeux. Et nous avons pris le temps d'écouter les témoignages et les retours d'expérience et l'analyse de différents experts, soit en panel ou en session plutôt questions pour un expert ou en regard croisé d'experts. Et les conclusions sont plutôt unanimes que quelle que soit l'organisation d'une société, là je parle à un niveau vraiment sociétal, ou d'un écosystème ou des organismes qui figurent au sein de ce dernier, quelle que soit la dynamique socio-économique d'un pays, tout ceci est de toutes les manières drivé par l'humain et revient à l'humain. L'humain, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de formation, il est là en tant que membre d'un écosystème, il est là en tant que membre actif et productif d'une société. Et pour cela, il a besoin d'être bien formé. Évidemment, le sujet des compétences, qui est un des axes majeurs de notre événement sur ces 3 journées, est un sujet qu'on ne peut éviter d'entendre à travers, en tout cas, les propos d'une manière soit directe ou d'une manière tout à fait intrinsèque à tous les propos qui ont été tenus à ce stade. Avant de passer à la suite de notre rencontre, je tiens à vraiment accueillir très chaleureusement Mazir Benhalla qui est avec nous aujourd'hui. Alors, dans votre parcours de progression professionnelle brillant, hein, je le dis au passage, après avoir fait une formation en droit, en économie, en gestion, donc vous avez un intérêt pour le droit et l'économie, ça va de soi, et avec aussi une importance notion de marché, de connaissance et d'innovation hein, dans votre dans la mention organisation des firmes et des marchés. Vous avez dès le début eu un intérêt pour l'organisation, puisque dans la gestion de projet, en tout début de parcours, et puis ensuite avec une problématique qui est orientée client, hein, avec une notion de le client est au cœur de mes préoccupations professionnelles. Je suis heureux dans un environnement de relation client, c'est ce qu'on sent à travers votre parcours. Hein. Et puis après, avec de beaux accomplissements, où sincèrement, de par des activités que vous avez eu à piloter, il est évident que la performance de toutes les belles réalisations, et ça on peut le dire, plus on monte vers le haut de l'organigramme, est un travail collectif. Hein. C'est ce qu'on a beaucoup entendu ce matin, c'est qu'il y a une intelligence collective qui se met en place dans l'organisation. Et cette intelligence collective, elle peut être au meilleur niveau de fluidité, au meilleur niveau de structure et de qualité, mais il n'empêche qu'il y a bien un moment donné où l'environnement externe va venir assaillir de toute sa violence, je peux le dire de cette manière, la réalité interne de l'entreprise et va mettre peut-être sous menace cette dernière en termes d'équilibre. On a parlé d'alignement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut entendre en termes de propos introductifs de votre part sur ce que justement l'environnement général représente aujourd'hui et avec une vision, on a pu se le dire lors de la phase préparatoire, de regard sur les grands équilibres internationaux et peut-être revenir ensuite à l'environnement direct de l'entreprise. Alors, je vous donne vraiment le temps d'une introduction qui va se faire à peu près en 5 minutes, hein, pas plus, sur le propos de état des lieux et qu'est-ce que sont les choses qui ont changé depuis la situation de transition que nous connaissons, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est maintenu, qu'est-ce qui s'est trouvé en accélération. 5 minutes pour votre état des lieux. Merci d'être parmi nous, cher Mazir. Avec plaisir. Merci Driss, merci pour l'invitation. Je tiens d'abord effectivement pour rester dans un environnement macro, global, et c'est important de comprendre le contexte dans lequel on vit de manière à décliner ça dans nos organisations. L'environnement global n'a jamais autant bougé que depuis un peu plus d'1 an. Dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais fait un shutdown d'une telle ampleur. Le monde s'est arrêté de tourner et le monde a été confiné. Plus ou moins confiné en fonction des régions, de la situation pandémique, etc. Mais la situation que nous connaissons maintenant est d'une nouveauté historique.
Donc, on est dans un monde complètement incertain. Petit flashback, mars de l'année dernière, et le monde se confine. Alors, à quoi nous a conduit cet environnement-là? D'abord, à une accélération de tendance. Nous l'avons vu. Finalement, la crise sanitaire a été un formidable accélérateur d'un certain nombre de tendances qui existaient déjà, qui étaient déjà sous-jacentes. Je suis en train de parler là, par exemple, je vais donner quelques exemples de manière succincte. Par exemple, la digitalisation, par exemple, l'accélération de la transformation numérique. Je vais prendre un exemple simple. Pour rester dans l'effet de restance, hier, premier groupe de luxe mondial publie ses résultats. Et puis, sans surprise aucune, mais avec des résultats absolument incroyables, LVMH annonce que non seulement il fait plus de 30% de chiffre d'affaires, mais que le gros de son chiffre d'affaires, évidemment en Asie, ça c'est ce qu'on va aborder là tout de suite, mais aussi, là aussi, accélération de tendance, mais aussi, aujourd'hui, on vend beaucoup de luxe en digital. Rendez-vous compte, quelque chose qui était absolument impensable il n'y a pas plus tard que quelques années. Un objet de luxe était un objet qu'on devait essayer, qu'on devait toucher, qu'on devait vouloir. Maintenant, on l'achète sur Internet. Donc, la crise a été vraiment un formidable accélérateur de tendance, télétravail, digitalisation. Il y a eu ensuite une réponse, là aussi sans précédent, historique, des gouvernements des pays de l'OCDE, donc des pays qui le pouvaient, avec une injection de liquidité absolument phénoménale. Les plans de relance américains sont sans aucune commune mesure avec ce qui s'est passé avant. On parle dans l'histoire du plan Marshall, mais les injections de liquidité et le soutien budgétaire qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis, selon les estimations, c'est 1% de PIB mondial en plus. Mondial. Donc évidemment, quand les États-Unis font un plan d'injection, il y a des effets de bord sur l'ensemble des pays. Première économie mondiale oblige. Ensuite, accélérateur de tendance parce qu'il y a sans doute aujourd'hui un passage, un mouvement de leadership économique mondial qui va de l'ancien monde, appelons-le comme ça, même si évidemment c'est des tendances de très longue haleine, vers l'Asie. Donc il y a une accélération aujourd'hui vers l'Asie, on l'a vu non seulement avec la gestion de la crise, mais aussi avec des pays en très forte croissance. La Chine a quand même connu une croissance en 2020 et connaîtra une croissance encore plus importante en 2021, vraisemblablement. Et donc, il y a évidemment une friction entre les États-Unis et la Chine. Et un souhait très important, ça aussi, des politiques. On parle maintenant d'un impôt mondial poussé par les États-Unis, qui le crut, et de relocalisation des chaînes de valeur. Aujourd'hui, on va le voir de plus en plus. Les chaînes de valeur seront régionales. Alors, quand on dit régional, ça ne veut pas dire qu'il faut produire en France pour vendre en France. Mais régional veut dire qu'on va sans doute aller de moins en moins vers le système des entreprises transnationales qui ont montré toute leur efficience. Et évidemment, le pendant de ça, c'est la fragilité des organisations. Lorsqu'on produit, je vais prendre l'exemple sans doute le plus édifiant que tout le monde connaît, celui d'Apple. On réfléchit aux États-Unis, on vend dans les pays riches, on vend en Europe et dans les pays riches, et puis on produit dans le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire la Chine. Ce modèle-là a montré avec cette pandémie-là qu'il était sans doute ultra efficace, mais évidemment ultra fragile. Alors voilà un peu pour l'environnement macroéconomique auquel on fait face aujourd'hui de manière succincte. Il y a donc des enjeux nouveaux, des enjeux on estimait déjà avant la pandémie qu'on allait très vite, qu'on devait être hyper agile. Mais aujourd'hui, il y a une formidable accélération de tendance sur ces axes-là. Donc, je retiens bien, merci Nazir pour ce propos introductif qui est très pertinent. Moi, je retiens bien que, en effet, il y a un environnement qui est en changement plus que jamais. C'est une crise qui est marquée par des facteurs sans précédent. Alors d'abord, elle est accentuée par la problématique de la numérisation. Tout à l'heure, en introduction, on parlait du corollaire qui se fait souvent avec la crise de 29, qui est absolument incomparable, puisque en 29, il a fallu 3 ans pour que la crise se propage au reste du monde, et on n'était pas dans un monde numérique à l'époque, et en tout cas pas d'une manière généralisée. Et puis, on entend évidemment la problématique qui est liée au changement d'équilibre entre les grands blocs, en tout cas progressif. On voit bien que la Chine est montante, mais aussi on entend bien le fait que 1%, que les réinjections dans
les soutiens aux économies des pays de liquidité, donc les réinjections de liquidité ont entraîné sur de l'équivalent d'1% du PIB mondial, ce qui est considérable parce que finalement, ça redéfinit beaucoup de nouvelles notions et ça change totalement les dynamiques macroéconomiques globales et qui fait que, en conséquent, il va peut-être y avoir un corollaire aussi qui est pressenti dans ce qu'on entend, c'est un recentrement sur des blocs régionaux, voire sur des économies nationales, avec cette notion de créer de l'autonomie à travers ces différents blocs. Moi, je pense que ce qu'on entend dans vos propos, Mazir, c'est que le Made in monte qu'on a connu dans les années antérieures et quelque part, il est totalement obsolète, en tout cas partiellement. L'exemple que vous avez cité par rapport aux produits de luxe, la VMH qui a publié des résultats avec du plus 30% de croissance, sur une notion que le luxe s'achète maintenant en ligne alors qu'avant il fallait aller en magasin pour l'acheter. Ça redéfinit beaucoup de choses dans les écosystèmes de ce type d'entreprise, notamment dans les chaînes de valeur intégrées. Et on est bien conscient qu'aujourd'hui, du fait de cette crise que nous vivons, la proximité physique du produit ou du service acheté n'est plus au même niveau d'enjeu. Ce que je propose qu'on fasse, c'est que on pose la question aux membres des participants, aux participants à ce panel, excusez-moi, dans le cadre d'un quiz. Donc, on va vous mettre à l'écran donc l'accès à nouveau à la plateforme. Et je vais aller directement sur la deuxième question, à savoir, ou plutôt, écoutez, on va commencer par la première. Excusez-moi de me contredire un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à la problématique d'ultra incertitude qui a un impact sur l'agilité des entreprises? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il faut faire pour ceux qui rejoignent la rencontre tout récemment, qui n'étaient pas là ce matin, allez sur Internet, c'est www.menti.com et vous avez un mot de passe qui apparaît en haut à droite de la diapositive. Et en saisissant ce code, vous pouvez à ce moment-là répondre à la question. Donc, agilité des organisations face à un contexte d'ultra incertitude, qu'en pensez-vous? Et quelles sont vos attentes par rapport à ce thème? Qu'est-ce que vous voulez voir développer de plus, notamment dans la deuxième partie de l'intervention, qui va parler des perspectives pour un futur proche? Alors, le temps que les questions avancent, on peut déjà commencer à enchaîner sur le deuxième propos. Cher Mazir, il nous reste globalement, avant de passer au panel suivant, à peu près 6 minutes. Et ce que je propose, c'est que vous complétez votre propos introductif en projetant, finalement, on a conscience que les équilibres mondiaux changent, que la dynamique change, que on va parfois retourner vers un protectionnisme économique, que les mouvements de flux de matière, de ressources, d'humains en général vont changer également. Et donc la question de fond maintenant, c'est est-ce qu'il y a des perspectives positives pour un avenir proche? Est-ce qu'il y a des choses dont on doit se mettre en garde ou en tout cas être prémuni pour ne pas faire des erreurs, justement, parce qu'on est dans une transition et c'est le moment de prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que vous proposez pour un avenir proche en termes d'analyse? Alors, merci Driss. Alors ça, c'est l'environnement macro-global. Il convient donc de se poser effectivement la question de se dire, OK, quid de nos organisations? Comment on fait pour faire face à cet environnement? Moi, la seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne sais pas. Donc, alors, comment concevoir une organisation quand on ne sait pas? Eh bien, il faut toujours garder à l'esprit encore plus qu'hier, même si déjà hier, l'enjeu était là, mais encore une fois, là, c'est vraiment exacerbé. Il faut essayer de réfléchir à une organisation totalement, extrêmement agile. Alors, une organisation agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le début, dans la conception de nos organisations, dans la conception des interactions entre différentes directions, entre services, dans les flux d'informations, dans l'entreprise, dans les flux de création de valeur, on se doit d'être agile, systématiquement. Ça veut dire que dans le recrutement, vous avez parlé de compétences, et là, c'est quelque chose d'extrêmement important là aussi, ça veut dire qu'y compris dans le recrutement, on va sans doute de moins en moins recruter des gens sur des hard skills. Alors, bien sûr, on recrutera toujours l'informaticien qui sait coder sous VB. Mais ce qui va nous intéresser de plus en plus, puisque la compétence va changer et change extrêmement vite, c'est d'abord les soft skills et c'est d'abord la compétence du collaborateur à s'intégrer dans une organisation qui doit bouger, par définition très très vite, mais aussi sa capacité à apprendre très rapidement, sa capacité à faire face à de nouveaux paradigmes extrêmement rapidement. En l'occurrence ici, le monde est incertain, le monde bouge, mais le monde se réécrit et il y a des tendances qui sont accélérées. On sait très clairement que le télétravail aura une place plus forte. Il y a tout un tas d'études qui ont été réalisées. En gros, on considère que c'est à peu près 20%, 22% de gains de productivité supplémentaires.
On sait aussi que il y a le pendant du télétravail, qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas, qui aujourd'hui y croient, mais que ceux qui l'ont vécu savent aussi à quel point c'est difficile et à quel point ça peut créer des problématiques, notamment d'isolement social et notamment de coordination. Donc, bon, quel est le juste milieu? Comment travailler dans ce monde nouveau? Qu'est-ce qui va émerger? On l'a vu, aujourd'hui, tiens, je prends cet exemple-là, aujourd'hui on est en train d'utiliser Zoom, mais Zoom a connu une croissance fulgurante depuis la pandémie. Croissance absolument fulgurante. Alors donc, il y a de nouveaux usages qui se développent. Comment nous, on s'inscrit dans ces usages-là et comment est-ce qu'on participe à la régionalisation des chaînes de valeur qui va sans doute aller de plus en plus. Quand on dit régionalisation, il n'est pas idiot d'imaginer que le Maroc, par exemple, a une vraie carte à jouer dans ce cadre-là, puisqu'on est juste à côté de l'Europe, puisqu'on a des ressources qualifiées, reconnues en tant que telles, puisqu'on le sait, on a un cadre qui est bien plus agile que dans de nombreux pays de l'OCDE. Et on a également des ressources qui peuvent être extrêmement flexibles. Donc voilà, réfléchir les organisations, les interactions entre services de manière agile, et puis réfléchir aussi ce qui fait le cœur des organisations, c'est-à-dire le facteur humain. C'est toujours le facteur humain qui est le cœur de l'organisation. Réfléchir ce facteur humain-là et se dire, OK, je recrute des gens qui sont capables d'être agiles, qui ont la volonté d'être agiles, et ensuite, évidemment, la déclinaison sur comment est-ce que je travaille avec l'humain, comment est-ce que je conçois des stratégies RH permettant d'avoir l'adhésion humaine. Justement, cher Mazir, alors qu'il nous reste exactement 2 minutes, je vais vous proposer d'aller au cœur de l'opérationnel, parce que le panel suivant va parler des sujets de performance liés à l'humain. Faisons un regard en profondeur rapidement. Stratégie, organisation, humain plus agile. C'est quoi les clés de la réussite en ce qui vous concerne? Qu'est-ce qui vous a toujours accompagné dans votre action? Alors, si je peux partager de ma petite fenêtre à moi, le plus important, toujours, c'est l'adhésion des hommes. Toujours. Vous pouvez avoir la stratégie que vous voulez, aussi brillante soit-elle. Si dans la mise en application, vous n'avez pas l'adhésion des hommes, dit homme avec un grand H, eh bien, ma foi, votre stratégie est vouée à l'échec. Donc, toute la réflexion que vous devez avoir, c'est comment faire. D'abord, il y a tout un tas de facteurs, bon là, on ne va pas avoir le temps d'aller dans le détail, mais il y a tout un tas de facteurs à mettre en place pour avoir l'adhésion des hommes. Arrêtons quand je dis organisation agile, je suis encore surpris de constater qu'il y a des organisations qui sont hyper centralisées. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera de moins en moins, notamment avec les jeunes générations qui arrivent. Ça ne peut pas fonctionner. Quand je dis les hommes, ça veut dire l'implication des hommes, quel que soit leur niveau dans l'organisation, dans l'élaboration des stratégies locales, de leurs services, de leur département, mais des stratégies globales aussi. Et c'est sans doute l'élément différenciant systématiquement. Excellent. Écoutez, je suis ravi d'entendre tous ces beaux propos, donc c'est encourageant. Et puis, ça ouvre pour cette deuxième partie de la journée la réflexion avec beaucoup de pertinence et de profondeur sur le prochain panel. Mazir, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci de vous être prêté au jeu des questions-réponses sur une durée assez concentrée de temps, mais en tout cas, c'était très réussi comme d'habitude. Et à très, très vite. Et j'espère que vous pourrez suivre avec nous la suite de cette rencontre. Merci encore une fois, cher Mazir.